Jean-Luc Mélenchon, Vladimir Poutine, on va commencer par la Russie, il va être élu aujourd'hui président de la Russie, parce qu'il n'y a aucun suspense là-dessus. Pour vous, est-il une menace, un danger pour la France et l'Europe? Il peut le devenir, et d'une certaine manière, il l'est déjà, du fait d'une sorte d'enchaînement des circonstances que nous sommes incapables d'enrayer et que même nous aggravons. Je dis nous, pour une fois, je me mets dans la catégorie occidentaux. Ça a commencé en 2008 quand l'Europe a décidé que la Géorgie et l'Ukraine entreraient dans l'OTAN. À partir de là, il s'est senti menacé. Admettons qu'il y avait de quoi. Et il a préparé des ripostes multiples. C'est un homme qui est, on va dire, dangereux en ce sens qu'il prévoit beaucoup et qu'il s'organise à l'avance. On voit bien dans le déclenchement de l'invasion qu'il a fait de l'Ukraine, qui est inacceptable, que tout était extrêmement calculé. Et il faut à partir de là que nous ayons la sagesse de comprendre sa manière de raisonner. Et qu'est-ce qu'on veut? Il est absurde de croire qu'en lui faisant peur, on va le faire reculer. Alors justement, sur l'Ukraine, Emmanuel Macron, dans Aujourd'hui en France, Le Parisien, redit aujourd'hui qu'à un moment donné, il faudra peut-être engager des opérations sur le terrain, même s'il ajoute « je ne le souhaite pas et on ne sera pas les premiers à le faire ». C'est hors de question pour vous ou au contraire, justement, ça fait partie des précautions qu'il faut Non, prendre? mais je n'y suis pas. Si c'était moi le président de la République, je ne m'y prendrais pas du tout comme ça. J'essaierais de me dire comment peut-on entrer dans la paix, au lieu de me demander comment on va faire pour entrer dans la guerre. Et je dirais que toutes les conditions sont réunies. Les Russes sont là depuis 2 ans à s'épuiser et à perdre du monde. Les Ukrainiens également. Par conséquent, je pense qu'il y a un espace pour discuter. Il l'a dit lui-même, M. Macron l'a dit à Manuel Bompard dans la rencontre à l'Élysée. Il a dit 2 informations essentielles. Premièrement, les Russes sont prêts à un cessez-le-feu. Il dit oui, c'est pour reconstituer leurs armes. Oui, peut-être bien, mais en attendant, c'est un cessez-le-feu. Donc Et il faut en prendre l'augure. mais oui. Et deuxièmement, Zelensky sait qu'il en passera par des référendums des populations concernées si les frontières venaient à être renégociées. Nous avons un point de départ. Les Ukrainiens ont demandé, les Russes ont dit qu'ils étaient d'accord, la démilitarisation des zones où il y a des centrales nucléaires. On commence par ça, puis on passe au cessez-le-feu, puis on discute des frontières, puis on fait voter les populations. Il y a donc un chemin pour la paix. Et menacer Poutine, comme est en train de le faire Monsieur Macron, pardon de vous dire les choses crûment, et elle me cuise. Elle me cuise. Nous ne sommes pas en état d'affronter la Russie. Nous ne sommes pas en état. Et la Russie, je le redis à ceux qui n'ont jamais lu un livre d'histoire et à ceux qui l'ont lu pour le leur rappeler, personne ne peut vaincre un pays qui est sur 7 fuseaux horaires et qui a déjà vaincu aussi bien Napoléon que Hitler. Et puis quand vous dites qu'on n'a pas les moyens, vous voulez dire que la défense, notre armée n'est pas prête? Mais non, nous ne sommes prêts qu'à une chose, ça il faut le dire. Nous sommes prêts à une chose, la guerre nucléaire. Et tout le système français repose sur la dissuasion. Enfin, réfléchissez, vous vous imaginez quoi? Que la Russie va nous envahir, traverser 6 pays pour venir envahir la France? Ça n'existe pas. Il y aura donc directement des frappes, d'abord depuis l'espace, qui couperont l'électricité, qui saboteront tout, et puis ensuite c'est la guerre. Alors, il y a eu quand Parce même... que c'est la doctrine française. Alors, il y a eu un moment important mardi à l'Assemblée nationale. On a vu les députés de la France insoumise et du Parti communiste qui ont voté contre l'accord de sécurité entre la France et l'Ukraine. Le RN s'est abstenu. 2 oppositions, 2 stratégies. Mais Emmanuel Macron vous met, j'allais dire, dans la même classe en disant, dans tous les cas, c'est des défaitistes. Qu'est-ce que vous lui répondez? Bon, que c'est pas sérieux. Enfin, c'est de la petite popole politicienne. Le Rassemblement national termine l'intervention de Mme Le Pen, qui avait dit toutes sortes de choses fort justes, et elle termine en disant, par solidarité avec... Juste, c'est Marine Le Pen. Non, mais il y a des choses qu'elle a dit sur la situation de la Russie, les aberrations du comportement du président Macron. On est très nombreux à penser ça. Mais après, elle dit, alors en solidarité avec l'Ukraine, je m'abstiens pour laisser passer le texte. Ben, si vous pensez que c'est de la solidarité avec l'Ukraine, il faut le voter. Nous pensons le contraire. Pourquoi? D'abord, on nous demande de voter en faveur d'un texte qui est déjà signé et qui permet à Emmanuel Macron et à lui seul de décider si on envoie du monde à terre ou pas sur le terrain. Deuxièmement, cet accord prévoit que l'Ukraine entrera dans l'OTAN. Ça veut dire qu'il n'y a aucune paix possible avec la Russie. Et troisièmement, l'Ukraine va entrer dans l'Union européenne. Ça veut dire que c'est à notre détriment, à nous les Français, qui seront écrabouillés par l'agriculture, notamment ukrainienne. Alors attendez, pardon, mais supportez qu'on aille au bout. Si ce n'est pas l'intérêt du pays, alors on vote contre. Alors, ils transforment ça en c'est les partisans de la défaite. Mais pourquoi serions-nous partisans de la défaite? Il ne l'a pas dit, il devrait le dire. Pourquoi? Parce que c'est une manière
de nous accuser d'être poutiniens. C'est grotesque. Alors, justement, le débat sur la guerre ou la paix mérite mieux que des injures. Mais sur l'agriculture, parce que ça a été au centre du salon de l'agriculture, là, le mois dernier, sur les accords douaniers qui favorisent l'importation de céréales ukrainiennes, de poulets ukrainiens. Cet accord a été prolongé. Faut-il le maintenir? Bien sûr que non. Mais c'est la ruine pour nous. Quel est l'intérêt? Il ne faut pas le maintenir. C'est un effort de guerre, je veux dire, pacifiste, j'allais dire. Ah ben non, pas du tout. C'est une façon de soutenir l'Ukraine sans les armes. Mais écoutez, est-ce que la défense ukrainienne repose sur l'aide que lui apportent ses alliés? L'Assemblée nationale a décidé que nous étions alliés de l'Ukraine, c'est-à-dire quasiment co-belligérants. Est-ce que vous vous rendez compte, monsieur Letellier, qu'on a déjà plus de 2000 hommes là-bas, hein, dans le coin? Bon, donc, tout repose sur nous, les alliés de l'Ukraine. Donc, il ne faut pas nous affaiblir. Ce n'est pas eux qui fabriquent les armes et qui les donnent gratuitement. Donc cet accord douanier, pour vous, affaiblit la France? Mais considérablement. Enfin, il ruine l'agriculture française. La moitié de la volaille qui se mange en France vient d'Ukraine. La quasi-totalité du miel. Les prix agricoles là-bas le prix du travail est 5 fois inférieur à celui de la France. Un ouvrier là-bas, le SMIC, vous savez combien c'est? 200 €. Oui. Mais alors, bon, c'est la catastrophe. Si on les fait entrer sans aucune règle d'harmonisation sociale et écologique, nous sommes perdus. Alors maintenant, toujours à propos des sanctions contre les Russes, cette fois, il y a les Jeux Olympiques de Paris l'été prochain. Oui. Le Comité international olympique demande que les athlètes russes viennent sous bannière neutre. Est-ce une bonne décision, selon vous? S'ils ont pensé que c'était ça qu'il fallait faire, ils ont des raisons. Attendez, moi, je ne suis pas assez pointu dans le domaine du sport, mais il y a une chose que je sais, c'est que si vous mettez une norme, alors elle s'applique à tout le monde. Si les Russes viennent sous bannière neutre, alors le gouvernement de M. Netanyahou et les athlètes israéliens, qui sont des athlètes d'un pays qui commet un génocide, doivent aussi venir sous une bannière neutre. Alors ça leur permettra de faire du sport, mais ça permettra de montrer au monde entier qu'il n'y a pas deux normes. Parce que vous savez ce qui se passe dans le monde entier, tout le monde pense qu'il y a un double standard. Et nous, ils nous mettent dans la catégorie Occident, menteur à double face. Vous avez vu que 10 milliards cette année, c'est ce que le gouvernement veut faire comme économie. Oui. 20 milliards l'année prochaine. Pierre Moscovici, la Cour des comptes, dit qu'il faut 50 milliards pour rester dans les 3% de déficit de l'Union européenne. Pour vous, est-ce qu'il est malgré tout possible de faire des économies? Au passage, vous devriez me féliciter, parce que c'est ce que j'ai annoncé pendant la campagne présidentielle. Le maire a dit Mélenchon ment. Non, Mélenchon de quoi qu'il fallait faire des économies? Non, pas faire des économies. Mais c'est qu'ils allaient essayer de nous extirper 50 milliards. D'accord. Et j'avais dit, pour les payer, comme on va tous tirer la langue jusqu'à par terre, ils vont nous augmenter la TVA. Il a dit, on ne l'augmentera pas. J'attends de voir. Maintenant, je vais vous dire une chose. Est-ce qu'on peut faire des économies quelque part? Non. Ce n'est pas des économies qu'il faut faire, c'est des dépenses de plus. Des dépenses de plus pour l'hôpital, des dépenses de plus pour l'école, des dépenses de plus... On vient de le dire pour la défense, etc., etc., etc. Donc, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Car d'année en année, je vous rappelle, monsieur Letellier, d'année en année, l'État donne chaque année 207 milliards aux entreprises de dégrèvement de ceci, de subvention de cela. Donc c'est là qu'il faut aller chercher de l'argent. Pendant ce temps-là, l'État n'investit pratiquement plus. Et nous avons 3 000 milliards de dettes. Monsieur Letellier, je redis tout haut ce que j'ai déjà dit. Nous ne les rembourserons jamais. Il y a 3 000 milliards de dettes publiques, il y a 4 000 milliards de dettes privées. Il y a plus de dettes privées que de dettes publiques. Si nous voulons, premièrement, relancer notre économie, deuxièmement, veiller à la dette privée, il faut que la Banque centrale européenne annule la part de la dette de la France qu'elle a dans ses coffres. Ce que vous aviez dit pendant la présidentielle, en effet. Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Sinon, des économies qui n'en finissent plus. Un jour, on se coupe la main, le lendemain, on se coupe le bras. Et quoi à la fin? La présidentielle, au lendemain de la présidentielle, le soir même de la présidentielle, vous aviez dit « je me mets en retrait, mais pas en retraite ». Vous voilà reparti en campagne pour les européennes, cette fois, tout en comptant évidemment sur la relève. Mais parce que vous... juste après, on y va. Allons-y. Une entrée en campagne vue du ciel. Quoi de mieux pour le tribun que l'on avait peu entendu depuis les législatives avec ses appels. Si vous ne voulez pas de la guerre, votez insoumis! Et sa stratégie, assumée de préparer le tour d'après. Oui, on a le droit de dire que l'élection européenne de 2024 prépare l'élection présidentielle de 2027. Jean-Luc Mélenchon, parmi les derniers de la liste de Manon Aubry, mais premier militant des Insoumis. Vous le faites au porte-à-porte? Ah oui, bien sûr. Il faut quadriller à fond. C'est ça. Privé de mandat, Jean-Luc Mélenchon s'est diversifié. Sa galaxie, c'est un blog, des réseaux sociaux et des conférences sous l'égide de l'Institut La Boétie. Les locaux de LFI abritent d'ailleurs l'école des militants, 70 élèves par promotion, 10 week-ends par an. Des cours d'économie, de sociologie, sur les pratiques militantes, le porte-à-porte, la prise de parole en public. Plutôt jeune, plutôt urbain, la base militante veut aussi être apprenante.
Parce qu'on a besoin d'apprendre le Mélenchon par cœur. Je pense pas qu'on apprend du Mélenchon par cœur. On est là aussi parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'un point de vue aussi rhétorique, mais aussi d'un point de vue intellectuel. J'avais un peu peur que ça soit dogmatique, voilà, que ça soit un peu l'école du parti. Et c'est pas du tout ça, en fait. Il y a des cours de très grande qualité. Vous n'auriez pas pu être chez les écolos? Disons que sans une remise en cause, on va dire, assez forte du capitalisme, l'écologie n'a pas vraiment de beaux jours devant elle. Pourquoi pas le Parti communiste, par exemple? De sa manière de voir la classe ouvrière, ça me parle pas. Pourtant, je viens de la classe ouvrière, mais ça me parle pas. Je suis pas tous les jours ou tous les week-ends autour de mon barbecue, quoi. L'après-Mélenchon, c'est préparé. C'est que là, comment dire, les capitalistes, ils en ont pour des années de militants formés, là, pour le coup. Jean-Luc Mélenchon, vous serez symboliquement en queue de liste de la liste conduite par Manon Aubry aux Européennes, qui a été lancée officiellement hier. Est-ce que vous allez être très présent dans la campagne? Comment? Des meetings? Ça va être quoi? Ça va être quoi votre rôle? C'est Bompard et toute l'équipe qui décident. Moi, je fais ce qu'on me dit. On me dit, il faut faire ci, je le fais, il faut faire là. Mais ma tâche principale, bon, moi, j'aime le contact. J'ai dit en retrait, ça s'est pas passé autant en retrait que j'aurais voulu. Il y a eu la grève, il y a eu l'affaire de la retraite à 64 ans, il y a eu toutes sortes d'événements. Alors, votre rôle, ce sera quoi dans la campagne? Comme toujours, je suis un militant, une conscience engagée. Les meetings? Oui. Animateur de la campagne? Je fais beaucoup de formations, beaucoup. Animateur de la campagne aussi? Animateur, j'y participe parce que j'ai quand même une expérience maintenant, compte tenu de mon âge, qui est assez profonde. Oui, je vais faire tout ça. Et puis, on a Manon Aubry, qui est une femme qui a acquis une maîtrise et une capacité de combat qu'elle n'avait pas il y a 5 ans, quand elle est arrivée. Et surtout, elle est incollable. Vous allez voir, vous allez la voir en débat. On va la voir, Personne on ne la peut recevra battre. comme tout. Personne, c'est pas la peine d'essayer. Ah mais ce sera pas un débat, ce sera une interview. succéder. Lors de la dernière présidentielle, vous avez recueilli 7 700 000 voix. Pensez-vous pouvoir les retrouver derrière Manon Aubry le 9 juin? On va essayer. Moi, ce que j'ai à dire aux gens... Comment vous allez faire pour les faire revenir? Attendez, il y a une part de vérité dans les sondages. Les sondages disent que... C'est la première fois que vous dites ça. Non, mais la part de vérité, c'est qu'ils disent qu'il y a une abstention énorme. Nous, il n'y aurait que 43% de mes électeurs qui ont voté pour moi en 2022, qui voteraient aux européennes. Si c'est ça, nous sommes battus. Mais je dis aux gens, si vous voulez faire battre le refus de la guerre, le refus de la cause palestinienne, le refus de... etc., allez-y, restez à la maison. Alors on va y revenir. Mais vous avez dit aussi hier... Alors il faut qu'ils se battent, on leur demande juste de se lever et d'aller mettre un bulletin. Donc ils doivent vérifier qu'ils sont bien inscrits. Vous savez qu'il y en a 12 millions de pas inscrits ou de mal inscrits. Alors vous avez dit aussi hier que 2024 prépare 2027, donc la prochaine présidentielle. Moi je ne suis pas un qui tourne autour du pot. J'entends, donc je vous pose la question directement. Vous vous préparez donc à la prochaine présidentielle, pour vous? Non, non, c'est pas pour moi. Dites donc, pourquoi vous voulez m'infliger toutes les corvées? Non, on prépare... non, mais ce qui est vrai, d'abord, on prépare l'élection de 2027. Si les gens nous mettent le plus haut possible... Moi, je n'ai pas des ambitions au rabais. Je ne suis pas en train de vous dire « Ah, nous espérons être de... » Non, nous voulons battre les macronismes et talonner le Rassemblement national. Monsieur Letellier, tournez pas autour du pot. Vous espérez une arrivée Rassemblement national et vous derrière, mais c'est ça? Oui, parce que c'est... Et supprimer les macronistes du paysage. Mais pas les supprimer, les battre. Mais nous ne voulons pas que l'élection de 2027, on recommence Le Pen-Macron. Après, qui ce sera? Le Pen-Mélenchon alors ou quelqu'un d'autre. Nous préparons plusieurs hypothèses. Je fais partie des hypothèses, tout le monde le sait. Moi, j'ai mon avis sur la question, mais nous préparons plusieurs hypothèses. Il y a plusieurs personnalités, tout le monde le sait. Oui. Bon, de toute façon, aujourd'hui, quand vous regardez qui c'est qui est en tête de la gauche, c'est soit un insoumis, soit un autre insoumis, soit une insoumise. Alors comme ça, alors ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que pour ces élections européennes, tous les partis qui ont fait la NUPES partent sous leur propre couleur. Vous le regrettez, on ne va pas revenir là-dessus. C'est chacun pour soi. Non, parce que je vais vous dire, parce que la question c'est la suivante. Ça veut dire que les européennes, le résultat des européennes va aussi déterminer quel sera le paysage politique à gauche pour 2027. Ah, mais je peux vous le raconter si vous voulez. Et si c'est Raphaël Glucksmann en tête, ça veut dire quoi? Non, mais attendez, je vais vous raconter l'histoire alors. Après l'élection européenne, si nous n'avons pas un bon score, tout le monde va dire « Ah, vous voyez, il faut en revenir au centre-gauche, câliner la tête de tout le monde et arrêter avec les insoumis. » Si on a un très bon résultat, si nous sommes nettement devant, eh ben nous, on reviendra et on leur dira « Mais chérie, c'est comme la dernière fois, il faut faire l'union. » Et nous sommes capables de faire l'union, tandis que la seule chose qu'ils sont capables de faire, c'est la division et de tendre les rapports entre les gens. Donc, si les gens de gauche votent pour nous, il y aura l'union après. S'ils ne votent pas pour nous, il n'y aura pas d'union. Ça, on va y revenir. Parce que, écoutez, racontez pas d'histoire. Monsieur Glucksmann, quand il va se réveiller, s'il arrive en tête, il sera candidat à côté de 2 écolos, au moins, et de 2 socialistes, au moins.
plus un communiste, ça veut dire la pagaille. Si vous ne voulez pas de la pagaille à gauche, eh ben votez pour la liste de Brie, parce que dedans, il y a des communistes, il y a des écolos, il y a des ex-socialistes, il y a de tout. L'union, c'est nous. Un mot sur Raphaël Glucksmann, qui est tête de liste pour le Parti socialiste et Place publique, qui est son propre mouvement. Vous avez dit tout à l'heure, à propos de ce que fait Israël à Gaza, c'est un génocide. Lui, il dit « Je ne reprends pas le mot génocide, je veux bien un carnage, mais le génocide, c'est un terme tellement fort, historiquement, juridiquement, que je ne veux pas l'utiliser maintenant. » Est-ce que vous comprenez ? Non, je ne le comprends pas. Je pense que c'est une manière pour lui de se défiler et de ne pas assumer la situation. Il voit un génocide au Rwanda, mais il n'en voit pas à Gaza. Il ne comprend pas que le mot génocide est le seul qui nous permet de caractériser ce qui se passe. Ce sont des crimes de guerre, c'est un assassinat de masse méthodique de toute la population par des dirigeants politiques qui disent eux-mêmes qu'il faut tuer tout le monde. Ils le disent, ce n'est pas nous qui l'inventons. Le tribunal, la Cour internationale de La Haye, a dit qu'il y avait un risque de génocide. Donc ce qu'il fait en réalité, c'est qu'il déshumanise les Palestiniens. Au fond, on leur fait ça, mais c'est pas trop grave, ils ne sont pas les seuls. Non, c'est un génocide. Il doit clarifier sa position. Il fait ce qu'il veut. Hein. Il peut, mais non, pour l'instant, il a une position parfaitement claire. Il couvre le crime, il le fémise, il le nuance, Bon, c'est pas si grave, quoi, à ses yeux. À nos yeux, monsieur Le Tellier, c'est gravissime. Là, le 21e siècle commence par un carnage de masse, c'est-à-dire... Vous reprenez le mot carnage, du coup. C'est moi qui ai lancé le premier. Oui, mais vous dites que c'est aussi un génocide. Mais c'est un génocide. Un génocide, qu'est-ce que vous voulez que ce soit? Mais là, il y a, si vous voulez, il y a un caractère sadique qui nous pose un problème. Parce qu'il paraît qu'il y a des Français qui sont là-bas dans les snipers et dans les criminels de guerre. Mais nous avons un problème, c'est que le 21e siècle commence par ça, alors qu'on avait dit au 20e siècle, alors ça, c'est fini, plus jamais on fera ça. Revenons aujourd'hui. Sur la liste de Manon Brie, il y a Rima Hassan, militante palestinienne, qui a vécu dans les camps de réfugiés en Syrie, qui fait partie des 40 femmes d'exception du magazine Forbes. Et Rima Hassan parlait d'un État binational, pour expliquer, dans lequel cohabiteraient sur un même territoire Palestiniens et Israéliens d'aujourd'hui. La ligne de la France insoumise, c'est quoi? C'est deux États ou l'État binational? Alors, d'abord, on commence par dire une chose. Combien, nous, on est content de l'avoir. Deuxièmement, combien on est dégoûté de voir que le seul argument qui est trouvé des journaux comme Tribune Juive et d'autres, c'est de la prétendre que c'est une députée du Hamas. Ça n'a pas de sens. Troisièmement, la question précise que vous posez. Vous et moi, nous commençons à dater. Vous devez comprendre quelque chose. Nous, le mouvement insoumis, c'est le droit international. Point. Le droit international, c'est deux États. Elle défend cette ligne. Donc c'est la ligne officielle de LFI, on est d'accord? Évidemment. C'est deux États, enfin. Il n'y a pas deux lignes à la France insoumise. Ah non, non, non. De toute façon, il n'y en aura jamais deux, il n'y en aura toujours qu'une. Mais là, il y a donc, c'est un seul État. Mais écoutez la jeune génération. Écoutez-la, monsieur Le Tellier. Ces jeunes gens ne vivent pas comme vous et moi dans une certaine idée de l'État-nation. L'État-nation, nous, on est les héritiers du XXe siècle et du XIXe. Un peuple devient un peuple quand il a une nation et il n'y en a qu'une seule. L'ère moderne a inventé l'État binational. C'est le cas de la Bolivie, d'une certaine manière de l'Afrique du Sud et d'autres. Et ces jeunes gens pensent qu'on doit faire la paix et que tout le monde doit vivre dans le même État à condition de se respecter. Bien. Moi, je pense que là, bon, après ce qui vient de se passer, pire que jamais, les gens se haïssent à mort. Donc, il faut qu'il y ait deux États dans des frontières sûres et des États viables. Il y a Laurence Peron, journaliste à France. Il y a Laurence Peron, journaliste à France Inter, qui est avec nous aujourd'hui, qui nous rejoint. Bonjour Laurence. Bonjour Francis. On va continuer à parler. On parlait de Gaza notamment, mais il y a aussi les débats que ça suscite en France. Et vos prises de position, notamment sur Gaza, ont fait de vous, on peut dire, la bête noire. Alors, je sais que vous n'aimez pas qu'on animalise trop, mais bon, la bête noire d'une grande partie de la communauté juive. Est-ce que vous pensez que c'est réparable? C'est-à-dire, évidemment que c'est réparable. Plus exactement, la raison va revenir, et elle commence à revenir. Je suis ciblé par des organisations de la communauté juive qui sont totalement déchaînées contre moi. Le CRIF joue un rôle épouvantable en qualifiant d'antisémite tout ce qui n'est pas de son avis. Alors le pape, l'Eurovision, les fédérations de sport, tout ça est grotesque. Ça fait beaucoup de mal parce que plein de gens maintenant pensent que l'antisémitisme, c'est juste une accusation comme ça, comme une autre dans la vie politique. Non, l'antisémitisme, c'est un racisme. C'est donc un délit, c'est condamné. Alors, c'est grave d'avoir joué avec le feu. Mais je pense que alors, au début, si vous voulez, le 7 octobre, le saisissement devant l'horreur du 7 octobre, et moi, je n'ai jamais hésité à dire que attaquer une rave party est un acte terroriste. Qu'est-ce que vous voulez que ça soit d'autre? Il y avait ce communiqué qui était ambigu, mais on ne va pas revenir, vous l'avez amplement expliqué. Du groupe, vous demanderez à Mathilde Panot, mais je le soutiens. Moi, j'ai fait une déclaration tout à fait claire sur le sujet. Mais pour bien rester sur ce que vous dites, voyez-vous, je veux vous dire, j'ai une raison d'être heureux, là. D'abord,
plein de gens dont je ne savais pas, qui se déclarent juifs auprès de moi, me disent qu'ils sont juifs de gauche et qu'ils n'ont rien à voir avec tout ça. Et ils ne disent pas en notre nom. Mais mon vrai bonheur, ça a été ces 33 étudiants de Sciences Po, après le pseudo-incident. Enfin, il faut quand même vous rendre compte, le président de la République, le Premier ministre, pour une histoire de gens qui s'engueulent à la porte d'un amphi. En parlant du président de la République, il Attendez, reçoit... je peux terminer, Ouais, terminez juste. Oui, mais il faut que mon Laurence pose des motif de questions joie, aussi. ces jeunes Vous êtes gens payé pour ça, ont Laurence. décidé, ils disent, nous sommes des étudiants juifs. L'organisation communautaire, l'Union des étudiants juifs, ça c'est du communautarisme, ne nous représente pas et nous disons pas en notre nom. D'accord. Mais enfin, le peuple français se retrouve parce qu'il vous reste plus en de questions, accord. Laurence. Ces jeunes gens sont magnifiques. Alors, ces jeunes gens sont magnifiques. Le CRIF, en revanche, dirigé par les institutions juives de France, par Jonathan institutions Arfi. Qu'est-ce que vous appelez des institutions? Laissez finir, Laurence. Ah non, mais attendez, Vous la mettez en précisons, il question. se qualifie. En tout cas, Il n'y a le pas président- d'institution c'est- juive. c'est En l'insti- France, c'est il n'y a que l'interlo- des institutions républicaines. Alors, c'est en tout cas Oui, l'interlocuteur du président de la République qui les reçoit demain. Pourquoi pas? Est-ce que vous craignez d'être à nouveau pris pour cible par Oui. cette personne qui Tout vous le avez temps, qualifié quand ils n'ont rien aussi d'autre à faire, ils s'occupent... d'ennemi de la République? Oui, ils me traitent de tous les noms. Bon, le communautarisme a ceci de toujours dégénérer dans la haine, le sectarisme et la violence. Moi, je n'ai jamais... J'ai lu des choses incroyables. On dit qu'il n'y a pas beaucoup de dirigeants juifs chez les Insoumis. Non, en effet, il n'y en a pas. Il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a que des dirigeants. Moi, je fais partie d'une génération dans laquelle on ne demandait pas aux gens quelle était leur religion. Est-ce que ça ne vous défrise quand même pas un petit peu de voir qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, accusation d'antisémitisme, il n'y en a pas. Non. En revanche, vous êtes ciblé comme Oui, étant oui, c'est la vie. le Et voilà. en dépit de mon histoire, mais vous savez, c'est un racisme très spécial qui s'applique à moi. On dit Mélenchon est antisémite. Pourquoi deviendrait-il antisémite à 70 ans? Eh bien parce que il veut gagner les quartiers populaires et les musulmans. Ouais. Donc on suppose que les quartiers populaires et les musulmans sont spontanément antisémites. Tout ça, c'est de la haine qui se déverse. C'est un racisme inversé. Quand on m'accuse d'antisémitisme, c'est une manière de valider le racisme que portent ceux qui m'en Alors, accusent. puisque ça n'est pas une stratégie pour la future présidentielle, vous avez lancé l'Union populaire, enfin, la bannière de l'Union populaire. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va remplacer à terme la NUPES? Alors, Est-ce qu'on va la mettre par terre et je sais ce pas, sera parce Union que, populaire? alors écoutez, ils ont été contents de prendre les sièges, ils n'en ont jamais eu autant. Les écolos, ils en ont eu 21 avec nous sur 150. Quand ils étaient avec les socialistes, c'était 18. Bon, ça va, quoi. Donc, ils ont tous pris, et puis le lendemain, c'est fini, au revoir, et Mélenchon, quelle abomination, etc. C'est pas ça qu'il fallait faire, les petits. Il fallait vous occuper de gagner des gens du centre-gauche pour les amener à l'Union populaire. Au lieu de ça, vous avez fait les gentils, et vous avez dit Mélenchon est méchant, il faut voter pour nous. Résultat, l'Union est cassée. Écoutez bien, si nous étions dans le cadre Elle est cassée. Mais écoutez, si on avait l'Union populaire aujourd'hui, on serait en train de talonner le Rassemblement national. Ceux qui ont décidé de nous diviser ont pris une responsabilité. Donc, je souhaite que les Français de gauche les punissent. C'est-à-dire qu'ils disent... Le les 9 juin. insou- Mais bien sûr, avec un bulletin de vote. Et après, comment on fait pour se réconcilier et Mais- pour partir mais- avec une candidature commune Mais en pas, 2027? vous inquiétez pas. Le lendemain, je ferai comme la dernière fois. Le lendemain, quand on est arrivé devant, on va dire à tout le monde, revenez ici. Bon, vous avez compris, on a un programme ensemble, on peut faire les choses. Comment on s'y prend pour Une gagner primaire l'élection Une présidentielle? primaire? Certains le veulent. Non, les primaires, c'est l'horreur. Tous ceux qui font des primaires s'autodétruisent. Il faut trouver autre chose. Moi, j'ai 4-5 idées, je les garde dans ma musette pour qu'on puisse en discuter calmement. Parce que vous savez comment c'est. Si je propose un truc, on dit « Ah, il nous impose ». Si je propose rien, « Ah, il n'a pas d'idée ». Bon, c'est bon, les amis. Alors, on commence par voter. Si les gens de gauche disent « Bon, allez, on va aider les insoumis parce qu'ils ont fait la preuve qu'ils tiennent bon, hein ». Soit dit par parenthèse, il faut avoir du caractère pour ce qu'on est en train de faire. Eh bien, s'ils nous aident, eh bien, ils auront derrière l'unité. S'ils ne nous aident pas, eh bien, ils auront derrière la pagaille. Une seconde peut-être, une dernière question, mais très rapidement. Est-ce que ça vous énerve qu'on vous qualifie de leader d'extrême gauche? C'est devenu le vocabulaire consacré. C'est pas juste pour ceux qui sont vraiment d'extrême gauche, c'est déjà assez dur pour eux. Lutte ouvrière, le NPA, bon, eux, ils sont d'extrême gauche, ils l'assument. Moi, me faire passer pour l'extrême gauche, il y a un côté juvénile qui peut aussi me plaire, ça m'amuse. Mais bon, faut pas. C'est facile de faire ça, parce qu'il y a le mot extrême, alors ça les arrange. Vous savez pourquoi? Parce que c'est comme une omelette. Ils veulent pouvoir couper aux deux bouts. Alors c'est eux qui décident où ils coupent. Et vous, ils vous mettent dans le coin de l'assiette, et les autres dans l'autre coin, puis eux, ils sont au milieu, ils sont calmes, ils sont gentils. C'est pas vrai. Il n'y a rien de plus violent que l'extrême centre de M. Macron. La preuve, il veut déclencher une guerre. Merci Laurence, on avait connu le ministre qui nous parlait de la machine à saucisses, là maintenant on a l'omelette. C'est autre chose. Merci Laurence. Plus d'autonomie pour la Corse. Le gouvernement, les élus corses se sont mis d'accord pour reconnaître dans la Constitution la spécificité de la Corse, la langue, la possibilité d'aménager les lois, c'est pas n'importe quoi quand même. Il faut maintenant qu'il y ait un accord de tout le monde, ça va peut-être demander du temps. Mais sur le fond, est-ce que vous êtes, vous, favorable à cette différenciation de la Corse? Alors, d'abord, je suis content que Parce que plein de j'avoue gens... que je ne sais pas. Ah oui, mais je vais vous dire.
D'abord, commençons par dire que la différenciation, c'est un sujet beaucoup plus ample que celui de la Corse. Ce n'est pas ce que demande la Corse. Mais d'abord, commençons par dire une chose. Moi, j'appartiens à la vieille tradition jacobine, tout le monde le sait. Après, monsieur, qu'est-ce que vous voulez faire? Les Corses, les habitants de la Corse votent à chaque élection pour des autonomistes. Donc ça veut dire qu'ils veulent l'autonomie. On est en démocratie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, ah ben non, on vous envoie la troupe. Non. Donc on est obligé de partir de la réalité. Donc vous êtes favorable plutôt à ce genre d'aménagement pour la Corse? Je suis pour la démocratie. Et donc, les Corses veulent ça, ils le disent, ils le répètent. Oui, mais alors si les Bretons le veulent à leur tour? Pardon? Si les Bretons le veulent à leur tour? C'est un problème. Alors il y a les opportunistes qui rappliquent au dernier moment pour dire, et nous, et nous, et nous. Par exemple, bon, non, je ne vais pas dire d'exemple parce que je vais me faire des ennemis, mais il y a vraiment des endroits où c'est insupportable de voir des gens demander l'autonomie et quasiment, je ne sais pas quoi, une petite poignée d'élus. Mais surtout, ce que je veux dire aux Français qui nous écoutent et qui tâchent de s'instruire à mesure qu'ils écoutent des débats, la France n'est plus un État unitaire. La Polynésie française, j'ai bien dit française, a un gouvernement indépendantiste et elle a des droits qui en font quasiment un État dans l'État. C'est pareil pour la Calédonie, c'est pareil... Les institutions en Guyane, il y a une seule assemblée. En Martinique, il y en a une. Oui, oui. En Guadeloupe, il y en a deux. Donc, la Constitution française doit réviser sa position. Merci. Pardon, laissez-moi... Non, il n'y a pas de pardon qui tienne. Parce qu'on va laisser la place aux régions, là. Mais peut-être bien, mais... Mais merci d'être venu dans Dimanche Politique. On n'a plus le temps. Maintenant, c'est ici d'où se Ici, il faut répondre en 2 secondes. l'actualité de la mi-journée. Bon, très bien. Au revoir à tout le monde.